Je pense déjà que c'est une totale ineptie de vouloir courir dans le désert. Ça c'est fait. Mais je conçois le défi humain. Alors moi, le métier de méhariste et de chamelier, c'est un métier de l'économie. C'est-à-dire, j'économise ma physiologie et j'économise mes animaux. Donc, le seul conseil que je pourrais donner, c'est quand tu auras lâché ta bouteille d'eau, dépêche-toi de courir pour aller rejoindre l'autre. Tu vas perdre énormément d'eau, énormément. En fournissant un tel effort sous chaleur. Donc, on parle non seulement de la chaleur par convection, mais on parle aussi de l'insolation, le soleil qui va vous taper sur la peau et qui va faire monter la surface de votre peau en température. Là, vous allez perdre quasiment je pense, sans me tromper énormément, mais quasiment 20 litres d'eau sur une journée. Bienvenue dans Mon Ultra au Sahara, un nouveau format hors série de course épique. Le 9 janvier prochain, je m'élancerai pour mon premier 100 miles, 160 km d'une traite, au cœur du Sahara marocain, à l'occasion du Marathon des Sables Ultra, une course inédite lancée pour célébrer les 40 ans du Marathon des Sables. Depuis 5 ans, à travers Course épique, je raconte les histoires des autres. Leurs défis, leurs peurs, leurs victoires. Cette fois, c'est moi qui vais vivre cette histoire et j'ai choisi de vous emmener avec moi. Le désert, il y a quelque chose dans cet environnement qui me touche profondément depuis que je l'ai découvert en 2022. Son immensité, son silence, sa majesté, sa rudesse aussi. Ce défi me terrifie autant qu'il me motive. 160 km sans interruption, l'autosuffisance alimentaire, la nuit qui tombe, la fatigue qui s'installe, et avec elle, les doutes qui surgissent. C'est à la fois un challenge sportif majeur à mon échelle et une aventure humaine dont je ne mesure pas encore toutes les dimensions. Cette course donnera lieu à la production d'un documentaire vidéo qui captera l'intégralité de cette aventure, rendu possible grâce au soutien de notre partenaire principal, Kelas Fuga, marque globale de trail, experte de l'ultra-distance et des terrains exigeants. Alors pendant ces dernières semaines avant le grand départ, je vous ouvre les coulisses de cette préparation. À chaque épisode, un invité, un sujet, une facette de ce projet. L'entraînement, le mental, la nutrition, le matériel, mais aussi les peurs, les questions, les moments de doute. Mon Ultra au Sahara, c'est le récit d'une préparation, mais c'est surtout le partage d'un chemin vers l'inconnu. Alors, vous venez avec moi ? Salut à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du format hors série de course épique Mon Ultra au Sahara. Mon Ultra au Sahara, c'est l'histoire d'une préparation jusqu'à mon premier format 100 miles que je vais courir à partir du 9 janvier. Ce sera au Maroc et ce sera dans le Sahara. Je vous livre donc ici les coulisses de cette aventure et de cette préparation avec dans chaque épisode un invité. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui un invité au profil assez singulier, assez atypique. Il va nous donner une lecture vraiment très différente de celle du désert qu'on a pu aborder jusqu'à maintenant avec un prisme qui était très sportif et autour de la course en tant que telle. Cet invité, c'est Régis Belleville. Je l'ai découvert dans le très recommandable podcast des Others qui s'appelle Les Baladeurs. Il y a un épisode qui lui est consacré. Alors Régis, c'est un ancien militaire et humanitaire et il a fait vraiment du désert son terrain d'exploration. Donc dès 1998, il s'est initié au savoir des nomades et a appris le métier de chamelier, devenant ainsi spécialiste de la survie en milieu aride. Donc on va aborder tous ces sujets-là aujourd'hui. Il va aussi revenir sur certaines de ces traversées ou méharées comme on les appelle, notamment une traversée longue de 1137 km entre la Mauritanie et le Mali, et également une traversée qu'il a faite au Sahara en 2005 au niveau du 20e parallèle, une aventure à laquelle il a dû mettre un point final après 4 km et 5 mois de marche. Il va nous raconter cette expérience. Voilà, il se lance dans des aventures de survie accompagné de dromadaires. Il est en autosuffisance évidemment et doit gérer dans certaines de ses traversées son eau puisqu'il n'a pas de puits sur le parcours. Donc il va nous raconter tout ça très en détail. Il va aussi porter à la fin de notre échange un regard plus spécifique sur la course qui m'attend. Je suis vraiment curieux et impatient d'avoir son regard expert sur ce qu'est le désert, sur ce qu'il y a appris, sur l'homme, sur lui-même, sur la façon dont le désert a aujourd'hui évolué, quelles sont les principales menaces qu'on peut y rencontrer. Ça va être un échange qui s'annonce passionnant à n'en pas douter. Et je vous donne rendez-vous à la fin de l'épisode pour vous parler plus spécifiquement de ma préparation, de là où j'en suis et de mes enjeux du moment. Allez, c'est l'heure de passer à notre visio avec Régis. Allez. Salut! Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui dans ce format hors série de course épique, Mon Ultra au Sahara. C'est le 3e épisode. Je te le disais en préambule, je suis très impatient et curieux d'échanger avec toi. J'avais découvert ton parcours dans le podcast Les Baladeurs qui est hautement recommandable, qui est un podcast qui est signé des Others. Donc j'invite mes auditeurs à aller
y jeter une oreille. En tout cas, je suis content parce que ça va permettre d'avoir une approche un peu alternative au désert et à la façon dont je peux, moi, en parler avec les différents interlocuteurs que j'ai, avec un prisme qui est plus orienté autour d'une approche sportive. Voilà, l'idée, c'est de dézoomer avec toi et d'avoir vraiment ton regard sur ce désert que tu connais si bien. Régis, si tu veux bien, on va remonter un petit peu le temps ensemble. Tu as commencé ta carrière professionnelle dans l'armée, l'imagerie satellitaire, puis la physiologie végétale. Comment est-ce que tu es passé de ces vies-là au désert, un environnement dans lequel tu as commencé à évoluer finalement très jeune, dès tes plus jeunes années, de ce que j'ai compris? Oui, bah, effectivement, il me fallait un métier alimentaire, mais à côté de ça, j'ai toujours voyagé en Afrique. Dans un premier temps, ça a été en faisant de l'humanitaire, comme tout le monde à cette époque, avec avec les yeux pétillants par rapport à l'action qu'on menait, mais qui n'était pas forcément bien ciblée ou qui n'était pas forcément les attentes de la population. Alors après l'humanitaire, en fait, je me suis beaucoup intéressé à la culture africaine, essentiellement en Afrique noire, donc tout ce qui était animisme autour de la communauté malinké. Ça m'a permis d'aller au plus profond de l'histoire africaine et en particulier sur les premiers échanges commerciaux qui ont eu lieu à partir du 7e siècle entre l'Afrique et le reste du monde, et qui était principalement le commerce de l'or. Donc, m'intéressant à cette particularité du commerce, etc., évidemment, tout de suite, on est plongé dans le Sahara parce qu'il y a cette barrière à franchir pour établir un commerce. Donc, de fil en aiguille, le Sahara m'a intéressé et j'ai eu envie d'y survivre avec les moyens locaux, c'est-à-dire avec des dromadaires. Et ma première expédition a été de refaire justement cette route ancestrale entre, à l'époque, l'Empire du Ghana et l'Europe, en tout cas le Maghreb, donc à travers des pistes qui traversaient la Mauritanie, le Maroc, etc. Et à d'autres dromadaires en autonomie. Toi, le désert, tu l'as pratiqué, notamment le Sahara, assez tôt, en fait, c'est ça, hein? Ton papa était professeur, je crois, à Oran. Toi, tu avais 7-8 ans, tu étais déjà connecté au désert à ce moment-là? Oui, bah, en fait, on rentrait pas en France pour les vacances d'hiver, donc les vacances d'hiver, ça se passait à gravir les dunes du Sahara et c'était beaucoup plus proche que les montagnes alpines. En 98, là, tu as décidé d'apprendre le métier de chamelier auprès de nomades et de devenir spécialiste de la survie en mode aride. C'est quoi les enseignements les plus précieux et les leçons que tu as pu apprendre à leur contact, que les nomades et les méharistes t'ont transmis à cette époque-là? Oui, alors en fait, effectivement, voulant parcourir une bonne partie du Sahara, voire tout le Sahara, il a fallu que j'apprenne auprès de différentes ethnies, que ce soit des Maures, des Berabiches, des Kunta, des Touaregs. Donc ils ont pas tout à fait la même technique de dressage du dromadaire. Donc il a fallu que j'apprenne toutes ces techniques, les différents matériels utilisés pour le portage, pour la monte, etc. Et en même temps, je me suis spécialisé effectivement dans les zones hyper arides du Sahara, donc des zones où il n'y a aucun point d'eau et surtout aucune vie humaine. Hmm. Donc il fallait que j'obtienne une autonomie suffisante de plusieurs semaines pour pouvoir traverser d'un point d'eau à un autre point d'eau à travers souvent plusieurs centaines de kilomètres, voire milliers de kilomètres entre ces deux points d'eau. Donc, et je me suis spécialisé après avoir appris avec les nomades, l'art du métier de chamelier. Je me suis spécialisé après dans la survie, donc dans l'économie physiologique pour pouvoir traverser ces longues distances. Est-ce que le dromadaire, là, il a la même place dans les différentes ethnies que tu as mentionnées? Est-ce que la considération qu'on lui porte... Alors pas tout à fait. Alors le dromadaire, évidemment, c'est un animal de prestige puisqu'il est cité plusieurs fois dans le Coran, 5 ou 7 fois, il me semble. Donc ça a toujours été un animal vénéré dans toutes les tribus que j'ai rencontrées, qui sont en majorité musulmanes. Après, le rapport homme-animal n'est pas le même. Par exemple, chez les Touaregs, c'est quelque chose qui a une très grande importance. Donc on va beaucoup préserver l'animal, on va le choyer, on va extrêmement bien le nourrir, et en même temps on en fait des animaux qui sont pas forcément les plus résistants à la déshydratation. Mais c'est un animal qui est beau, qui est noble, qui est digne,
et qui va servir dans d'éventuelles transactions intercommunautaires. Et par contre, chez les bérabiches ou les morts, c'est un animal qui va beaucoup plus servir à l'élevage ou au portage. Donc le rapport est forcément pas le même entre homme et animal. Je crois que dans le podcast des baladeurs, on t'entend dire que la vie d'un dromadaire peut parfois valoir plus que celle d'un homme quand tu fais des mauvaises rencontres. Alors oui, des mauvaises rencontres, j'en ai fait plusieurs fois, n'ayant pas grand-chose de valeur, à savoir que je navigue de la même façon qu'eux, c'est-à-dire j'utilise la nourriture locale, le matériel local, etc., ce qui n'a pas forcément une grande valeur. Et par contre, les animaux ont de la valeur, donc je me suis fait attaquer plusieurs fois pour un éventuel vol de mes bêtes, oui. Il y a très peu d'hommes et de femmes qui osent affronter seuls les régions hyperarides comme tu le fais. Toi, tu en as fait ton terrain de prédilection et tu arpentes ces zones régulièrement. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de courageux? Est-ce que tu as systématiquement le sentiment de te mettre en danger quand tu te lances dans une aventure, une traversée? Je faisais ça régulièrement, plusieurs fois par an, jusqu'en 2008. Après, la géopolitique est devenue beaucoup trop instable. Les réseaux djihadistes, salafistes, etc. Se sont installés, donc c'est devenu beaucoup plus problématique pour moi et beaucoup plus dangereux. Donc là, c'était plus le facteur déshydratation qui jouait, c'était le facteur humain que je ne pouvais pas forcément contrôler. Et est-ce que tu ressentais, avant 2008, en tout cas dans les différentes traversées dans lesquelles tu t'es lancé, ce sentiment de peur avant de partir? Est-ce que c'était l'excitation et la curiosité qui primaient ou la peur? Quand on est en état de déshydratation, il faut bien savoir que on a un système en état de survie et de déshydratation, on a un système hormonal qui change carrément. On est shooté par la noradrénaline, la dopamine, différentes hormones en fait. C'est tout un cocktail qui fait que on est en situation de survie et en état cérébral de survie. Donc on pense pas du tout, on n'a pas peur, on n'a pas le temps d'avoir peur. On essaye de régler les problèmes un par un avec une cognition qui change évidemment et qui nous rapproche plus de l'animal que de l'être humain social. Est-ce que toi, tu mets en place des choses particulières mentalement ou physiquement avant de te lancer bon, si on prend l'exemple de ta traversée, peut-être celle de 2002 qui était la plus longue traversée sans puits de 1137 km entre la Mauritanie et le Mali avec ton ami Taha. Est-ce que il y a des choses à faire en amont au-delà de la logistique? Est-ce que physiquement ou mentalement, il y a des choses que tu dois travailler? Alors oui, il y a une préparation bien sûr physique parce que le corps humain en fait a ce qu'on appelle une forme de paléoréflexe et quand il est plongé sous chaleur et en déshydratation, il a toute une physiologie qui va s'adapter. C'est-à-dire que il va être capable par exemple dans la transpiration, mais il faut attendre au moins quelques jours voire une semaine quand on est habitué et entraîné, mais on aura tendance à garder la moitié, par litre d'eau, la moitié de nos sels minéraux dans la transpiration, et en même temps activer beaucoup plus de pores de transpiration. Donc on passera de 2 millions à 4 millions, grosso modo, ce qui permet en fait une réactivité par rapport à la surcharge de chaleur du corps, une réactivité beaucoup plus rapide et beaucoup plus ciblée sur les zones qui s'échauffent au niveau musculaire. Grosso modo, dès que la température interne va augmenter, au niveau des masses musculaires, on va immédiatement transpirer, ce qui va permettre de réguler très rapidement cet excès de chaleur, alors que si on n'est pas habitué, on va transpirer longtemps avant de pouvoir réguler. Ce qui t'anime profondément quand tu te lances dans des traversées comme ça ou des expériences de survie, est-ce que c'est de la curiosité? Est-ce que c'est le sens de la découverte? C'est te dépasser physiquement, finalement d'avoir ton corps comme propre laboratoire et l'observer et en tirer des enseignements que tu peux partager ensuite? C'est quoi ta clé d'entrée? Et puis est-ce qu'elle peut-être elle a évolué au gré des différentes aventures que tu as vécues? La clé d'entrée, ça a été, je pense, à l'âge de 33 ans, à vouloir fuir tout ce qui était tout le brouhaha humain, que ce soit en Afrique ou en France. J'avais plus envie d'être dans cette dynamique permanente, à jouer un rôle, parce qu'on joue toujours un rôle quand on est face à une personne. On n'est jamais vraiment soi-même. Et en fait, j'avais envie de retrouver ce côté vrai,
en étant confronté à un élément hostile et à un élément naturel. Donc le Sahara, pour moi, c'était ce qui semblait évident. Et ça m'a permis et ça me permet encore de me confronter surtout à mes faiblesses, rarement à mes forces, mais surtout à mes faiblesses, sachant que l'humain, c'est quand même l'animal le moins adapté aux conditions extrêmes. Et tout en ayant ces faiblesses, il faut donc adapter toute une stratégie de survie par rapport à ça, donc une forme d'intelligence à la survie. Et c'est ça qui a été intéressant. Et la solitude aussi, ça me faisait du bien de me retrouver seul avec mes dromadaires et d'être confronté à cette nature. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des menaces et des risques? Quelle grande catégorie de risques peut y avoir quand tu te lances dans une traversée comme celle-là sur des centaines de kilomètres, voire des milliers? Alors, quand on enlève le facteur humain, évidemment, dans les zones hyperarides, le risque, c'était un accident avec un dromadaire. Ça, c'était le plus gros risque, style une fracture, parce qu'un dromadaire reste quand même un animal assez puissant, beaucoup plus puissant qu'un cheval, d'ailleurs beaucoup plus lourd. Et donc, soit une chute, soit un animal qui s'en prend à moi, donc une fracture du bras ou de la jambe. Là, c'est quelque chose qui peut être dangereux, sachant qu'on est en déshydratation et qu'on peut plus forcément progresser. Donc là, il faut adapter une stratégie de l'urgence qui consiste, enfin, je l'ai jamais testé parce que ça m'est jamais arrivé, mais qui consiste en théorie à essayer de rejoindre un point d'eau le plus proche possible et d'essayer de monter sur un dromadaire tant bien que mal et d'avancer comme ça, quoi, en laissant évidemment le maximum de bagages, en prenant juste le nécessaire pour la distance à parcourir au premier point d'eau. Après, les autres dangers sont liés, je parle de façon... dans un premier temps, je vais aborder les dangers extérieurs. Ça va être la rencontre avec un animal dangereux. Alors, il n'y a pas énormément d'animaux dans les zones hyperarides, mais on rencontre encore des scorpions ou des serpents, sachant que tous les antivenins ne résistent pas à la chaleur. Ça peut être incapacitant parce que ça peut me bloquer quelques jours. Il faut bien imaginer que quand je navigue toujours avec une quantité d'eau limitée, qui correspond à une distance et qui correspond à une consommation de 4 litres par 24 heures, nourriture compris. Sachant qu'en fournissant des efforts de marche intense en pleine chaleur et en plein soleil, on peut perdre 10 à 12 litres d'eau. Donc, je gère en fait une déshydratation du début de journée jusqu'à la fin de la journée. Par la force des choses qui va s'accumuler au gré des journées, ou est-ce que tu Non, alors la déshydratation en fait est stabilisée, plus ou moins. C'est-à-dire que je perds très très rapidement 5 kilos, qui correspond à peu près à 6%, 7% d'eau corporelle. Et après, c'est plus ou moins stabilisé. Et je pars de ce principe-là qui est assez extrême et qui permettrait pas de survivre, à mon avis, plus de quelques mois. Et je pars sur ce principe d'être en déshydratation totale la journée. C'est-à-dire que je m'hydrate très peu parce que si j'avale de l'eau, ça va servir uniquement à mon évapotranspiration, donc à la régularisation thermique de mon corps et pas du tout à ma physiologie. Donc la journée, mon corps monte en température, j'ai une température interne qui dépasse les 39,5. En général, elle évolue autour de 39, mais ça peut dépasser 39,5. Je ne m'hydrate pas, donc mon corps continue à surchauffer, ce qui va créer des crampes de déshydratation, bien évidemment, qu'il faut gérer. Et par contre, dès que la température extérieure, à l'approche de la nuit, dès que la température extérieure est descendue en dessous de celle de mon corps, à ce moment-là, je commence à m'hydrater. Et là, le peu d'eau que j'ai va servir à la physiologie, donc à la régularisation totale de ma physiologie, à l'élimination de mes déchets. Et le lendemain matin, si mon urine est suffisamment claire, à ce moment-là, je peux me permettre à nouveau une grande journée de marche. Si par contre, elle reste un petit peu foncée, je vais m'économiser dans la journée pour pouvoir réguler. Et mon urine, le matin, est vraiment un C'est l'indicateur. Ouais. Et est-ce que tu ajoutes du sel pour la partie hydratation? Est-ce qu'en complément de l'eau, il y a des choses pour fixer Non, pas du ou pour tout, t'apporter? pas du tout, parce que le fait de rajouter, j'ai très peu d'eau, imagine. Donc le fait de rajouter du sel va me faire consommer beaucoup plus d'eau pour l'assimilation de ce sel, d'accord ?
Le sel, je le trouve uniquement dans ma nourriture traditionnelle. Donc ça va être dans tout ce qui est naturel, dans le riz, les pâtes, les boîtes de thon, enfin tout ce qu'on trouve sur place dans une petite boutique au milieu du Sahara. J'imagine que c'est très variable selon les déserts que tu as traversés, mais les puits, tu peux en retrouver à quelle distance? Est-ce qu'on parle nécessairement de journées entières de marche? Est-ce que ça peut être tous les 20, 30, 50 kilomètres? Enfin, c'est, j'imagine, très irrégulier. Comment ça fonctionne concrètement pour toi aussi pour aller puiser de l'eau? Enfin, est-ce que tu peux Alors nous non, illustrer de façon pratique? moi les puits, quand je traverse des zones hyperarides, donc comme je t'expliquais, il n'y a pas de puits dans ces zones hyperarides. Hmm. Les nappes, les paléonappes phréatiques sont beaucoup trop profondes, donc hors de question soit de faire un forage, ou alors les dunes sont trop mouvantes pour pouvoir établir une construction en surface. Donc non, en général, je pars avec la quantité d'eau, souvent plusieurs dromadaires qui vont porter mon eau pour une autonomie de plusieurs semaines. Hmm. Est-ce qu'aujourd'hui, là, au gré des expériences que tu as pu avoir, est-ce que tu as eu le sentiment d'être confronté à peu près tout le spectre de situations possibles et d'avoir à chaque fois des réponses et des solutions que tu as déjà éprouvées par l'expérience, ou est-ce qu'il a pu t'arriver d'être démuni? Non, l'expérience compte énormément. Ça, c'est un acquis mais je continue encore d'apprendre, hein. À chaque fois, je me trouve confronté soit avec des animaux différents, soit avec un relief ou je voulais pas parler de relief, mais de géomorphologie de terrain qui est différente, où il faut trouver des passages pour les dromadaires pour pas qu'ils s'épuisent prématurément. Donc non, à chaque fois, tout est différent, quoi. Et à chaque fois, l'expérience fait que l'improvisation va être la bonne. Hmm. Le choix dans l'improvisation va être le bon. Mais ça m'est arrivé, non, de faire des erreurs aussi. Et la difficulté, j'imagine, c'est que tu es seul. Tu ne peux pas confronter avec une cordée comme pour y avoir en alpinisme. Les décisions, tu dois les prendre toi Oui, seul et bien avec une sûr, perte de lucidité, la fatigue, j'imagine, ça bien complexifie sûr. très largement Et les justement, décisions. quand on est seul en situation de survie, l'observation est primordiale. Donc c'est pareil, la connaissance de la géologie, la connaissance des plantes, la connaissance ne serait-ce que de la faune est importante pour prendre des bonnes décisions. Est-ce que tu veux bien nous parler, Régis, d'une aventure, une traversée qui a été marquante pour toi? C'était le Sahara de la côte atlantique à la mer Rouge, c'était en octobre 2005. Est-ce que tu peux peut-être nous faire vivre un peu les grandes étapes de cette traversée et puis jusqu'au 126e jour, voilà, où tu as été dans un état de déshydratation très, très avancé qui t'a malheureusement amené à renoncer? Oui, alors c'était une mauvaise année, une très mauvaise année. Déjà, je suis parti avec un mois de retard, simplement parce que les dromadaires, donc sur le 20e parallèle en Mauritanie, au bord de l'Atlantique, les dromadaires me convenaient pas. J'avais beau faire le tour des villages, je trouvais aucun dromadaire suffisamment puissant et fort pour m'accompagner. Donc j'ai fait venir en fait des dromadaires du sud de la Mauritanie, à la frontière avec le Sénégal. Et évidemment, ces animaux sont arrivés stressés. Ils sont arrivés en camion, donc stressés, pas habitués du tout au terrain, qui était extrêmement aride par rapport à ce qu'ils ont connu, où ils avaient été élevés. Pas habitués non plus tout à fait à l'alimentation qu'ils pouvaient trouver, aux plantes. Donc on a perdu énormément de temps au départ. Et du coup, j'ai dû zigzaguer au niveau du 20e parallèle entre pas mal de petits puits pour pouvoir les abreuver et les préparer. Parce que quand je pars avec des dromadaires, évidemment, je les prépare physiquement. Donc j'achète des dromadaires qui ont en général pas travaillé pendant 2 ans. Donc ils ont eu tendance à s'engraisser. Ce qui est important pour moi, ça va être de les faire travailler pour remplacer la graisse par le muscle. Donc avoir une épaisseur de graisse sous-cutanée la plus minime possible. Ça permet donc aux animaux d'avoir une transpiration qui est plus efficace. Et en même temps, pendant cette phase d'entraînement, ce qui est aussi la mienne, hein, avant d'entamer une grande méhare, je fais en sorte de les assoiffer, de façon que, au moment du départ, ils prennent un maximum d'eau. Et là, j'avais pas réuni ces conditions pour cette traversée. Donc, je recevais des dromadaires, j'avais pas eu le temps de les entraîner, mais il fallait quand même que je parte parce que le temps tournait et je voulais pas me retrouver sur la fin de l'expédition en plein été parce que ça aurait été impossible à faire, les températures étant trop élevées l'été. Donc, je suis parti
dans ces conditions et tout l'hiver a été relativement doux. Et ça a été un hiver assez particulier. Et quand, donc après 4000 kilomètres, après la Mauritanie, le Mali, le Niger, un bout d'Algérie, etc., j'arrive dans le Ténéré, c'était au mois de mars, et à nouveau, les vents de sable se sont remis à souffler, donc sous l'effet du vent dominant qui est l'harmattan à cette époque. Et on les attendait fin mars, comme d'habitude, mais à partir du 6 mars, ils ont commencé à souffler, ce qui a soulevé des nuages de poussière importants pendant des jours. Et quand je suis parti du puits de l'Arbre du Ténéré pour rejoindre le puits de Achégour, qui était à 250 km, qui était pas très loin, là déjà j'étais plus sur le 20e parallèle, j'étais beaucoup plus au sud, et donc il fallait que je remonte de face en biais à 45 degrés pour rejoindre le 20e parallèle, et je me suis retrouvé confronté face à des murs de dunes perpendiculaires à mon tracé, à ma progression, avec une visibilité en plein vent de sable qui descendait à 50 mètres. Donc je me retrouvais face à ces dunes, infranchissables pour mes dromadaires. Il fallait que je trouve des passages. Et du coup, je me suis épuisé et j'ai aggravé ma déshydratation que je gérais depuis 5 mois. J'ai aggravé cette déshydratation parce qu'il fallait que je trouve des passages pour mes animaux dans ces murs de dunes. Du coup, j'ai avancé en fait en dents de scie, au lieu d'avancer de façon régulière, en dents de scie pour trouver des passages. Et les dunes étaient espacées de 200 à 300 mètres. Donc, avec le peu d'eau que j'avais emmené, à 4 litres par 24 heures, j'ai fourni un effort qui était plus important. Et là, ma physiologie a dérapé. Et je me suis retrouvé, je l'ai aggravé rapidement, très très rapidement. Et je me suis retrouvé dans une phase qui est une phase assez ultime qu'on appelle la confusion mentale. Donc à ce moment-là, en confusion mentale, ça veut dire qu'on a déjà perdu plus de 8% d'eau corporelle. Donc en confusion mentale, incapable, complètement affaibli, incapable de me tenir sur mes jambes en plus, déshydratation aggravée par une diarrhée que j'avais attrapée, par des vomissements qui sont liés à cet effet justement de déshydratation extrême. J'ai perdu énormément d'eau et cette confusion mentale me permettait plus de prendre les bonnes décisions. Et tu te rends compte à ce moment-là, tu réalises cette confusion? Est-ce que c'est possible d'avoir un regard un peu extérieur et comprendre ce qui se passe, ou tu es dans l'instant? C'est là où c'est intéressant, et j'ai fait une étude par la suite sur cette problématique. J'étais pas capable, je passais de moments euphoriques à de moments dépressifs et j'étais pas capable de globaliser. À ce moment-là, je me suis rendormi sous ma couverture, donc toujours en plein vent de sable, en me disant dans 1 heure ou 2, ça va aller mieux. Et je serais reposé, je pourrais me redresser, etc. Mais en fait, non, plus le temps passait, plus mes facteurs s'aggravaient. Et donc, j'ai pris la décision, dans un moment de lucidité, d'appeler en fait ma base arrière par téléphone SAT. Et là, ils ont tout de suite vu que je n'étais plus capable de faire une phrase logique ou cohérente. Et ils ont tout de suite compris que je souffrais d'une déshydratation aggravée. Donc, je leur avais demandé de m'amener en fait du fourrage pour les animaux parce que dans le vent, tout s'était envolé, donc j'avais plus de quoi nourrir mes dromadaires, et de me ramener aussi de l'eau parce que j'avais surconsommé de l'eau en voyant j'allais surconsommer de l'eau, sachant que je ne pouvais plus avancer et que je buvais de l'eau sans progresser. Donc, j'avais plus assez de réserve d'eau pour atteindre le puits d'Achegour. Et comprenant la situation, en fait, ils ont décidé de venir me secourir au plus vite. Et donc, quand ils sont arrivés, évidemment, ils n'ont pas pris le temps d'acheter de la paille. C'était très compliqué, plus long, etc. Je remercie encore aujourd'hui le chauffeur qui était un contrebandier, un ami contrebandier, qui a pris le risque de venir me chercher en plein vent de sable dans le Ténéré, sachant qu'il risquait aussi sa vie. Et je remercie aussi, par la même occasion, Jean-Christian, qui a géré cette récupération in extremis, quoi.
Est-ce qu'ils ont dû t'imposer d'arrêter ou est-ce que c'est une décision Oui, que tu as pu prendre? oui, c'était un peu ça parce que ils m'ont retrouvé complètement comateux sous une couverture dans le sable. Alors ils avaient mon point GPS avec la balise Argos, donc ça a facilité les choses pour la récupération. Mais oui, ceux qui, dans l'état dans lequel j'étais, oui, ont décidé de me rapatrier sur Agadez. Alors je pensais effectivement arriver sur Agadez que j'allais récupérer et pouvoir repartir, mais ça n'a pas du tout été le cas puisque pendant 3 jours, en fait, j'ai continué à comater pendant 3 jours avant de retrouver un semblant de physiologie acceptable. Et du coup, après les semaines passaient et ça devenait beaucoup trop risqué de recommencer cette traversée alors que les mois d'été approchaient. Est-ce que cette expérience, elle a durablement changé des choses en toi? Est-ce qu'elle t'a dissuadé de Oui, certains projets? non, non, elle m'a pas dissuadé. J'étais furieux parce que j'avais commis une erreur quelque part. Je savais pas vraiment où, mais j'avais sans doute poussé beaucoup trop loin mes capacités physiques. Et j'avais sans doute pas écouté suffisamment les alertes psychologiques ou physiologiques. Et voilà quoi. Et sur le coup, oui, j'avais envie de repartir, mais il fallait que je me résigne. Et pendant 2 ans, j'ai eu envie de reprendre. Et après, les événements géopolitiques ont fait que ça devenait beaucoup plus compliqué. Et donc voilà, c'est un projet. Ça a été un échec, mais qui m'a beaucoup appris sur moi-même et beaucoup appris sur mes capacités physiques. Alors ça m'a permis en 2009 après de monter un autre projet là qui était purement médical où c'était l'étude de la déshydratation, de la solitude et de la chaleur par rapport à la cognition et par rapport au rejet de radicaux libres. Donc ça a été une étude qui a été faite sur 5 semaines où je me suis là complètement isolé dans le désert, Mmh. donc sans dromadaire, sans rien, sur un point de chute interdunaire. Et là, j'ai mesuré, en fait, je suis passé de 4 litres, habituellement ma consommation en méharé, je suis passé de 4 litres à 1 litre par 24 heures. Donc, quand je parle d'eau, en fait, je comprends aussi la cuisson de la nourriture, hein, le peu de millilitres qu'il me faut pour cuire du riz ou des pâtes, etc. Donc, je suis descendu à 1 litre par 24 heures donc de 5 semaines, petit à petit, j'ai descendu ma consommation et la dernière semaine, j'étais à 1 litre. Et pendant cette semaine, donc ça correspondait grosso modo à 2 verres d'eau à boire, d'eau claire à boire par jour. Et le reste du temps, pour économiser ma physiologie, je m'enterrais dans le sable parce que la surface de sable étant à 70 degrés à cette époque, il faut savoir que 20 cm sous le sable, la température est à peu près équivalente à celle de mon organisme. Donc à Mmh. ce moment-là, je ne transpire plus. Quand je suis recouvert de 20 cm de sable, je ne transpire plus. Il suffit que je me mette un chèche autour de la peau, autour de la tête, et j'ai moins d'évaporation au niveau de la tête. Donc le soleil peut taper, je suis protégé. Et ça m'a permis donc de durer une semaine comme ça, en m'économisant au maximum, en économisant mes forces, en économisant le mental, et je sortais uniquement à partir du moment où de cette gangue de sable, uniquement quand la température extérieure était en dessous de celle de mon corps. Et ça m'a permis de survivre longtemps, une Mmh. semaine comme ça. Qu'est-ce qui, te mène au désert fondamentalement, tu penses? C'est une zone qui, est inhospitalière à bien des titres. Est-ce que toi, tu as un regard complètement différent? Enfin voilà, qu'est-ce qui te Oui, parce que c'est une zone d'absolu, c'est une zone. Moi, mon moteur, si tu veux, dans ces traversées extrêmes, ça a jamais été la performance physique, puisque j'ai jamais été un athlète de haut niveau. Ce qui me motive, c'est surtout le mental. Et puis, bon, il faut savoir aussi que quand tu as fait la moitié de la distance entre deux points d'eau, tu as intérêt à poursuivre plutôt que de revenir en arrière parce que tu consommeras pas plus d'eau. Et ce qui me motive par contre au quotidien, c'est l'observation de la géomorphologie du terrain, de la petite faune, la petite flore qui essaye encore de survivre, des interactions entre la faune et la flore. Et tout ça, ça me passionne. Et j'ai été capable de passer des heures à regarder un scarabée évoluer au milieu
de cordon dunaire, pour voir sa stratégie d'adaptation. Enfin, tous les animaux ou toutes les plantes adaptées à ces milieux extrêmes me fascinent. Sans parler des découvertes préhistoriques, archéologiques qu'on peut y faire. Parce que le désert, l'avantage du Sahara, c'est qu'on évolue sur un paléosol extrêmement ancien, recouvert de dunes qui sont en mouvance, donc qui découvrent ou recouvrent le paléosol. Donc les découvertes sont permanentes. Tu parlais tout à l'heure très humblement des faiblesses que pouvait révéler en toi le désert. Qu'est-ce que tu y as découvert comme force pour toi et puis peut-être même, tu disais, pour l'humain qui est a priori le plus mal armé pour évoluer dans des univers très arides. Qu'est-ce que tu as découvert de fort aussi en toi? J'ai découvert que j'étais capable de me surpasser par rapport aux douleurs qui sont quotidiennes. Les douleurs de déshydratation en fin de journée, elles sont quotidiennes, elles sont là. Donc ce qui m'arrivait de faire quand ça devenait vraiment trop difficile ou trop douloureux de mettre un pied devant l'autre, parce que les douleurs de déshydratation, ça se concentre essentiellement dans les jambes, les muscles qui fonctionnent à ce moment-là, et dans l'abdomen. Donc quand ça devenait trop difficile, je m'arrêtais, je me couchais sur le sable et je faisais une forme de respiration un peu yoga pour calmer mon rythme cardiaque et pouvoir redispatcher en fait le sang dans les organes qui étaient les moins irrigués, et en particulier les muscles, quoi, parce qu'en état de survie, c'est surtout les organes primordiaux qui sont nécessaires à la survie. Donc tout ce qui est cœur, foie, poumon, cerveau, etc. C'est ce qui va consommer le plus de sang au détriment des organes secondaires comme les muscles. Régis, tu vis en France. Comment est-ce que tu reviens en fait d'une mer arrêt, d'une traversée? Il te faut combien de temps? À quel point c'est compliqué pour toi de te reconnecter à une autre forme de quotidien? Est-ce que tu es tout le temps là-bas? Les premières méharées, les premières expés dans le désert, c'était difficile de revenir parce que, évidemment, on saute d'une dimension à une autre dimension. Mais avec le temps, on s'y habitue et je rentre jamais directement. Je revends pas mes chameaux pour prendre l'avion. J'ai toujours une phase nécessaire parce que il faut que je me réhydrate correctement, que je m'alimente aussi correctement. Donc, il y a une phase d'1 semaine à 15 jours avant de reprendre un avion pour la métropole. Où tu trouves ta place quand tu es dans un environnement urbain avec un horizon qui est bouché, etc. Est-ce que c'est aussi un lieu de vie pour toi? Alors, une vie une vie telle que celle-là, c'est non seulement faire des expéditions, mais il y a aussi tout un passage nécessaire en France pour trouver des éditeurs, pour trouver des sponsors, pour trouver des réalisateurs de documentaires, etc. Donc ça, c'est le passage médiatique un peu obligé. C'est pas forcément ma tasse de thé, mais je sais que ça fait partie du boulot. Et voilà, quoi. Après, j'encaisse tout ça, sachant que je vais repartir et que je vais me retrouver, tout simplement. Régis, pour parler plus spécifiquement et se rapprocher un petit peu de la course là qui me concerne, qu'est-ce qu'il a de particulier selon toi le Sahara, et est-ce que tu le vois évoluer? Est-ce qu'un désert, ça change? Qu'est-ce qui peut évoluer au fil des années, au-delà de son expansion peut-être territoriale? Non, l'expansion du désert, c'est une erreur de penser que le désert prend de la... s'étale. C'est simplement des périodes géologiques. Là, on rentre dans une période, effectivement, où l'homme a beaucoup joué sur le climat, mais du coup, les océans se réchauffent, il y a plus d'évaporation, il y a plus d'alizés de forme cyclonique au niveau de l'équateur, ce qui fait qu'il y a plus d'eau dans le Sahara actuellement. Il y a eu des périodes glaciaires, des périodes plus chaudes, etc. Je pense pas que le Sahara évolue, et d'ailleurs ça se voit pas au niveau d'une vie humaine, quoi qu'il en soit. Mais non, ce qui évolue, par contre, c'est l'emprise de l'homme sur cette nature vierge et cette nature extrêmement fragile, parce qu'on construit de plus en plus de routes. Il y a une expansion humaine, même dans le Sahara, qui commence à exister, etc., quoi. Donc voilà, c'est à mon avis l'évolution que je perçois le plus, quoi.
Oui, c'est un désert que tu aimerais toujours, là, avec ces évolutions-là et une place de l'homme grandissante? Ah oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est mon lieu de vie, de survie, de méditation, de solitude. Il y a que là-bas que je me sens vraiment moi, et puis en état de survie. Mais ouais, pour en revenir à l'influence humaine, le problème aujourd'hui, c'est que bon, il y a une surpopulation mondiale, on a besoin d'énergie, donc les sous-sols du Sahara sont aussi de plus en plus exploités, que ce soit au niveau des nappes, des paléonappes, des nappes phréatiques qui sont relativement importantes dans le Sahara, que ce soit au niveau des énergies, pétrole, uranium, etc. Et il y a une emprise humaine qui fait que qu'augmenter, qui ne fait qu'augmenter. Donc forcément, ouais, ça dénature cette réserve, on va dire originelle. Et Régis, j'ai quelques dernières questions qui sont plus spécifiquement en lien avec mon projet de marathon des sables ultra qui est dans un mois pile. Le départ va être donné, donc c'est un format de 100 miles d'une traite. Voilà, c'est bien loin des expériences que tu peux vivre. Mais pour moi, c'est voilà, une montagne qui m'intimide et qui me motive, qui est à la croise un peu de ces deux sentiments. Quel conseil tu me donnerais, pas tant d'un point de vue peut-être sur la course en tant que telle, mais sur la façon d'embrasser le désert, sur la façon de me connecter à lui, de le comprendre? Est-ce qu'il y a des idées clés que tu pourrais me partager pour y être vraiment à ma place? Alors, je pense déjà que c'est une totale ineptie de vouloir courir dans le désert. Ça, c'est fait. Mais je conçois le défi humain qui a toujours été, qui a toujours fait partie de l'être en fait en chacun de nous, et je le conçois. Alors moi, le métier de méhariste et de chamelier, c'est un métier de l'économie. C'est-à-dire, je m'économise, j'économise ma physiologie et j'économise mes animaux. Donc, le seul conseil que je pourrais donner, c'est quand tu auras lâché ta bouteille d'eau, dépêche-toi de courir pour aller rejoindre l'autre. Ok, Parce que j'aime beaucoup l'idée. tu vas perdre énormément d'eau, Hmm. énormément. Là, vous allez atteindre en fournissant un tel effort sous chaleur. Donc, on parle non seulement de la chaleur par convection, mais on parle aussi de l'insolation, le soleil qui va vous taper sur la peau et qui va faire monter la surface de votre peau en température. Là, vous allez perdre quasiment je pense, sans me tromper énormément, mais quasiment 20 litres d'eau sur une journée. Ah Donc oui. il faut compenser. Il faut absolument compenser parce que si, comme c'est un effort qui est très puissant, qui n'est pas dans l'économie, vous risquez le coup de chaleur. Le coup de chaleur, c'est quelque chose de grave, surtout quand on est seul. Parce que le coup de chaleur, en quelques heures, vous pouvez en mourir si vous n'arrivez pas à réguler votre chaleur interne. C'est-à-dire à diminuer cette chaleur interne. C'est quelque chose, en général, qui est assez fréquente dans le Sahara et qui touche les sportifs comme ça qui font des marathons. C'est quelque chose qui survient sournoisement d'un coup, et à ce moment-là, il n'y a que quelques heures à jouer. Donc là, c'est bac à glaçons et on essaie de se refroidir, c'est ça? Quand on a une Alors assistance qui peut le permettre? pas forcément violent, parce que tout ce qui va être violent par rapport au corps va créer Des chocs? une réponse, ouais, une réponse oxydative. Donc ça va être effectivement un refroidissement. Il faut supprimer les effets liés à la chaleur. Donc ça va être se protéger du soleil, se soulever du sol ou se mettre sur une couverture quand le sol est atteint les 70 degrés, et s'hydrater correctement, intelligemment, quoi. Pas Mhm. prendre 6 litres d'eau d'un coup. Est-ce que tu as une idée, toi, des conditions à ce moment-là, au mois de janvier? J'ai entendu dire que ça pouvait être autour de 25 degrés la journée et autour de 4-5 degrés la nuit. C'est quelque chose Oui, qui te paraît plausible? oui, alors les conditions. Alors c'est pareil. On va parler de météo. Donc la météo dans le Sahara, on n'a pas des pics qui sont extrêmes. Pourquoi? Parce que la température et l'hygrométrie est prise à 1 mètre du sol, d'accord, comme toute station météo qui se respecte. Sauf que quand le soleil touche le sol, le sable, lui, va monter, même si c'est 25 degrés à 1 mètre du sol, le sable, lui, il peut être à 60, 65 degrés. Et donc, on marche sur ces températures-là. 20 centimètres au-dessus, on va perdre 1 degré, 5 degrés, disons, pour atteindre les 1 mètre et arriver à 25 degrés. Mais toute cette phase entre 0 et 1 mètre va être une phase de chaleur
où les mollets, les cuisses, etc. vont être à des niveaux qui vont pas être 25 degrés, mais qui vont être plus importants que 25 degrés. J'avais pas ça en tête du tout. Et Ok, ça, c'est intéressant. important. Ça, c'est important. D'où l'intérêt d'ailleurs du dromadaire. Le dromadaire, c'est pour ça qu'il a sa tête au-dessus, sur un long cou, pour avoir effectivement une respiration qui va se situer plus à 1,80 m et il va respirer de l'air plus frais. Contrairement à un lapin du Cap qui, lui, va respirer au niveau du sol. C'est d'ailleurs pour ça que le lapin du Cap, lui, va creuser des terriers. Le dromadaire a cette faculté de pouvoir évoluer en milieu chaud avec différentes adaptations, dont celle-là. Et donc, pour en revenir à cette chaleur, oui, cette chaleur va être importante au niveau des jambes. Au fur et à mesure que la journée va passer, les 25 degrés qui ont été pris au milieu de la journée, le sable va surchauffer l'air. Alors, en général, il y a toujours un vent dans le désert qui permet d'éliminer cette chaleur. Mais si jamais le vent tombe, à ce moment-là, on va ressentir la chaleur parce que le vent pousse pas l'air chaud. Donc l'air chaud va monter et là va prendre un peu plus que les cuisses. Après, il y a l'effet soleil. Donc comme j'en parlais tout à l'heure, le soleil va vous taper sur la peau si elle n'est pas protégée. À ce moment-là, la surface de peau, elle, va augmenter plus que l'intérieur du corps. Et là, vous allez atteindre des températures qui sont au-delà des 37,8. Et ce qui va réclamer évidemment de l'eau pour refroidir cette surface de peau. Et là, donc, vous allez vous déshydrater encore plus à cause de l'effet soleil, la chaleur de surface de la peau. Merci beaucoup, Régis, pour ces enseignements. Avant de se quitter, peut-être parler de toi la suite. Quels sont tes projets? Comment se dessine ton avenir? Eh ben, écoute, donc j'ai arrêté le Sahara central, trop dangereux au niveau de la géopolitique. Et ça fait quelques années où je fais de la formation, donc au métier de méhariste et au métier de chamelier, de la formation pour des éco-patrouilles au Botswana, donc des patrouilles qui luttent contre l'anti-braconnage, pour l'anti-braconnage, pardon, et qui font aussi de la captation de données scientifiques sur la grande faune sauvage. Le dromadaire permet, évidemment, avant ils utilisaient des véhicules, mais là le dromadaire permet d'approcher et de plus près les animaux sauvages et surtout d'avancer de façon plus furtive par rapport à un 4x4. Et je fais également de la formation pour des militaires. J'invite aussi tous les auditeurs du podcast à aller sur ton site regisbelleville.com. Il y a à la fois ton contact, mais aussi des références sur tous les ouvrages que tu as pu écrire, les films. Enfin, voilà, il y a un certain nombre de ressources. Oui, alors mon site n'est pas une référence. Je l'ai pas remis à jour depuis 2008, je crois, parce que... Il est déjà fourni, hein, c'est impressionnant. Oui, mais je suis très mauvais en informatique. Je suis pas doué. En tout cas, si les gens veulent en savoir plus ou te faire intervenir ou découvrir un peu plus tes aventures et ton parcours, ça peut être une des clés d'entrée en tout cas possible. Merci beaucoup Régis pour ta disponibilité, la richesse de ton propos et ta connaissance sur le désert. C'était captivant vraiment. Je t'en prie, moi ça me fait toujours plaisir de partager mon peu de connaissances du Sahara, mais comme c'est ma passion, j'adore la partager. Écoute, tu l'as fait brillamment. Merci beaucoup. J'emporterai un petit peu de tout ça avec moi dans un mois dans le Sahara pour ce MDS Ultra. Je te souhaite le meilleur pour la suite, Régis. Merci encore. Bonne après-midi à toi. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Je ne sais pas ce que vous avez pensé de cet échange avec Régis. Moi, je l'ai trouvé absolument passionnant. Ça donnait vraiment une lecture très profonde, très philosophique, très expérientielle et sensorielle du désert. Donc, merci à lui pour ce témoignage précieux et puis les conseils qu'il a pu me prodiguer à la toute fin de notre échange. Pour parler de ma course, donc mon ultra au Sahara, ce fameux MDS Ultra, on est désormais à M-1. C'est dans un mois que la course me tend les bras. Le jour de départ se précise, ce sera le 8 janvier et la course va être donnée le 11. Donc, à le moment où j'enregistre cet épisode, je suis à un mois de cette grande aventure dans le désert. Évidemment, la prépa s'est intensifiée. Je vous parlais dans l'épisode précédent. Donc, on est vraiment dans des logiques de
de bloc et de volume. Donc je me rends pas compte, peut-être par rapport à d'autres ultras. Moi, j'ai pas préparé de format 100 miles jusqu'à maintenant. Donc à coup sûr, j'ai beaucoup moins dénivelé que tout ce que peuvent avoir les coureurs qui habituellement préparent ce type d'ultra dans les montagnes. En termes de volume, je peux vous quand même donner une petite idée de ce que j'ai connu et ce que j'ai eu au programme ces derniers jours. Donc sur la fin de semaine du 1er décembre, à partir du 4 décembre, j'ai enchaîné un joli petit tunnel avec une sortie longue vallonnée de 2 heures. Ça, c'était le jeudi. 1 heure et demie de vélo le vendredi. Donc j'ai fait ça en salle. C'était un bon moment aussi. Ça a permis de délasser les jambes. C'était chouette de ne pas avoir que de la course à pied. Ensuite, 1 heure et demie le lendemain, le samedi, de sortie en aisance respiratoire. 130, 140 pulses maximum. Et ensuite, le lendemain, une séance que je redoutais un peu de 3 heures avec le sac de 3 kilos sur le dos, en plus de l'eau. Donc ça, c'est une séance qui est difficile sur le papier. Je commence à le mesurer de plus en plus, mais c'est sûr qu'avoir du poids, ça change quand même radicalement la foulée, la vitesse et la sensation d'effort à fournir. C'est vraiment, on peut dire que 3 kilos, c'est relativement anodin, mais voilà, quand je faisais mes calculs un peu sur le marathon des sables, l'allure à laquelle je pouvais aller, je pense que j'ai négligé aussi l'impact du poids du sac sur la réalité des choses et ce que je pouvais imaginer comme vitesse en endurance fondamentale, on va dire. Donc ça m'a un peu fait revoir ma copie, mais c'est sûr que j'étais plutôt autour des 7 minutes sur cette sortie-là, qui était une sortie vraiment ingrate, avec de la pluie, enfin vraiment des conditions hivernales. Il n'y avait personne dehors, on s'est vraiment fait saucer pendant 3 heures, mais c'était finalement assez gratifiant, comme toujours. Moi, je me dis que c'est très bon pour la confiance d'aller se frotter à ça, vivre des conditions difficiles, comme ça, si le jour de la course, on a des conditions qui sont pas celles qu'on a imaginées, on se retrouve pas démuni et avoir une prépa qui s'est passée dans des conditions idylliques. Je trouve ça chouette aussi de faire preuve de discipline et de détermination et trouver la ressource pour aller quand même courir dans ces contextes-là et en sortir finalement gorgé de confiance, et la douche chaude à l'arrivée en est que meilleure. Donc voilà, ça s'est passé assez difficilement, j'avoue, cette séance. Et donc le lendemain, lundi 8 décembre, j'avais une séance de 2 heures et demie de sortie sur terrain vallonné. Donc voilà, c'était une semaine qui a été assez intense. J'étais bien content de ne pas avoir de sac le lundi. Là, on sent bien la différence. Et finalement, la sortie du lundi, celle de 2 heures et demie, c'est quand même bien passé. Donc ça, je suis content. Ça veut dire que les choses avancent. C'est parfois un peu difficile de jauger de son état de forme et de se trouver pas terrible parce qu'on accumule des entraînements sur de la fatigue et de trouver que c'est pas génial les sensations. Finalement, je trouve que à l'issue de ce petit bloc là de 5 jours, la séance de 2 heures et demie, elle a, je pense, validé quand même une partie du chemin jusqu'à maintenant. Et donc voilà, donc là j'ai eu 2 jours de coupure. J'enregistre cet épisode, on est donc le jeudi 11 décembre. Et là c'est reparti pour un petit bloc de 4 jours. Je vais vous en dévoiler un peu la teneur. Donc là aujourd'hui, c'est une alternance de course et de marche pendant 1 heure et demie. Donc en gros, une cinquantaine de minutes de course, non un peu plus, 1 h 10 de course et 20 minutes de marche active qui vont être répartis sous forme de 2 blocs de 10 minutes au milieu. Demain, 1 heure et demie en sous-bois. Alors en sous-bois à Paris, c'est toujours un beau défi. Je vais essayer d'aller faire un saut du côté du bois de Boulogne. Ensuite, le gros morceau, samedi, une sortie longue de 4 heures en rando-course, façon Cyrano, donc avec 20 minutes de course et 1 minute de marche. Donc voilà, pendant 4 heures alternées sur ce rythme. Et le lendemain, c'est pas fini, une sortie longue de 3 heures. Donc ça va être un bel enchaînement. Donc fatigue en vue, et je crois que la semaine qui suit va être aussi assez complexe, mais c'est un peu l'idée, c'est le moment où évidemment doivent se tenir ce genre de séance, donc je l'accepte assez bien. J'ai trouvé un petit rituel que je trouve cool et que je vais essayer de pérenniser, c'est passer un petit coup de fil pendant la prépa avec mes amis Julien et François, parce que à l'évidence, on a des programmes qui se ressemblent beaucoup, donc il y a une probabilité certaine que quand moi je suis en train de me préparer, notamment le week-end, ils soient eux aussi en train de faire une sortie, donc on se passe un petit coup de fil pour se partager nos doutes, nos ras-le-bol, parce que ça peut arriver aussi quand même avec une charge comme celle-là, mais aussi notre excitation et puis toutes les questions qu'on peut un peu se poser à l'approche bientôt imminente de la course. Donc c'est un chouette moment. Et puis un petit rituel que je trouve cool aussi, que j'ai instauré avec François et que je vais pas tarder à faire avec Julien, c'est quand il y en a un qui est à la maison, c'est d'aller sélectionner sur le web une petite allez, on va dire 5-6 blagues à partager, donc appeler ceux qui sont en train de galérer, en train de s'entraîner dehors pour des grosses sorties, et de leur raconter des petites blagues
Évidemment, pas très drôle, mais voilà, je pense qu'on a un peu plus d'humour quand on est fatigué. Et donc voilà, c'est un bon moment de détente. Donc je pense que ce petit appel à un ami avec de la vanne, c'est des choses qu'on va pas mal répéter pour se tenir bon. Et c'est vrai que c'est sympa d'entendre les potes quand on est soi-même un peu en galère sur des sorties longues. Ça occupe et ça détend. Donc voilà, c'est le petit rituel qu'on va essayer d'installer pour le mois qui arrive. Pour ce qui est de l'état d'esprit, moi je suis vraiment dans une forme de concentration et d'apaisement. Là, j'essaye petit à petit de tout orienter autour de cet objectif-là, donc dans mes dispositions mentales, dans ma concentration, dans mon attention. Donc, envie vraiment de faire attention à ce que je prépare. Donc, pareil, en termes de boulot, accompagner la fin d'année de course épique au mieux. Il y a moins d'événements. Là, j'étais à Annecy pour les Trail Running Awards avant-hier. Il y a eu la Saint-Élion il y a une dizaine de jours, mais là, il n'y a plus d'événements jusqu'à la fin de l'année. Donc, voilà. Laisser aussi faire les choses soigneusement, mais ne pas m'en mettre trop sur les épaules aussi en termes de charge et déplacement pour me ménager physiquement. Et aussi, voilà, vraiment commencer d'ores et déjà à rentrer dans ma course. L'envie, elle est forte, elle se précise. J'ai des partenaires qui me suivent sur ce projet. Je suis super heureux d'être là avec eux aussi. J'ai vraiment l'impression de vivre ça collectivement. Donc, avec Kelas Fouga et Oversteams aujourd'hui. Donc, je suis très content de les compter aussi à mes côtés parce que j'ai l'impression qu'on partage déjà cette aventure. Donc, c'est vraiment sympa de se sentir soutenu et qu'il y ait des gens qui croient dans ce projet-là. Et puis voilà, on verra quelle sera l'issue de la course. Mais en tout cas, j'essaie de tout faire en sorte pour être bien sur la ligne de départ. Donc voilà, l'idée là, c'est vraiment d'être très focus et d'essayer de se disperser le moins et de canaliser un peu mes envies habituelles, de faire plein de choses, de lancer plein de nouveaux projets. J'essaie de un peu mettre ça sous cloche, de sortir un peu moins. Je me suis assez bien fait à l'idée que j'aurai des fêtes qui vont être très saines, très calmes. Et ça me va très bien parce qu'il y a cet objectif supérieur de réussir la course et d'être dans les meilleures dispositions possibles. Donc, je n'ai pas vraiment le choix en réalité. J'ai aussi changé des choses par rapport à mes prépas précédentes. Ça, c'est assez intéressant. Ça va paraître évident probablement à beaucoup d'entre vous, mais moi, j'ai souvent négligé un peu le repos et la partie sommeil. Donc là, j'essaie de m'atteler vraiment à une hygiène de vie et de repos qui est plus saine. Donc, j'hésite pas à me mettre au lit maintenant à 22 heures, ce qui peut être assez inhabituel chez moi. J'ai encore quelques petites réjouissances et événements de ci, de là, mais je pense qu'à partir de cette fin de semaine, je vais vraiment couper et essayer de pondérer très majoritairement des couchers très tôt pour bien récupérer. Je prends plus de protéines aussi, c'est des choses que je pense que j'ai pas faites précédemment sur mes prépas. Et je pense pour l'après-course et la récup, c'est quelque chose que j'essaie de soigner un peu plus. Et je suis aussi assez discipliné. Ça, c'est une grande première pour moi sur la partie étirement parce que j'ai un souvenir assez désagréable de mes prépas au moment de l'Écotrail l'année dernière et de Saint-Jacques où en fait j'avais extrêmement mal aux jambes pendant très longtemps. En fait, mes cuisses étaient vraiment douloureuses, donc ça créait vraiment un handicap assez fort et ça rendrait vraiment les séances pas très agréable, même si le souffle allait bien. J'avais vraiment notamment les cuisses qui souffraient beaucoup. Donc là, je me tiens à cette petite routine-là. C'est une petite dizaine de minutes tous les matins qui me permet d'étirer les jambes et qu'elles souffrent un peu moins avec ce volume qui commence à être relativement important. Là, on parle d'à peu près une dizaine d'heures par semaine, je pense. Donc pour moi, c'est beaucoup. À nouveau, j'imagine qu'il y a des coureurs qui s'entraînent beaucoup plus que ça. Mais voilà, moi, c'est un rythme que je découvre, même si j'ai déjà préparé des 80, ça pousse un cran plus loin, en tout cas, l'engagement. Donc voilà, donc ça, c'est les petites choses que j'ai ajustées et qui, j'ai l'impression, me font du bien et aident à mieux vivre la prépa. Donc voilà, quand je vois que la séance de 2h30 que j'ai pu faire lundi dernier, qui était à l'issue d'un 5e jour de bloc, s'est bien passé, ça me rassure aussi. J'ai eu 2 jours là pour assimiler, puis j'y retourne là tout à l'heure pour 1h30. Donc voilà, ça va être un nouveau bloc qui me fait un peu peur avec ces 4 heures samedi et 3 heures dimanche. Mais c'est indispensable de le faire, donc je vais faire ça avec discipline et puis sûrement avec beaucoup de plaisir. Dans les nouveautés, il y a aussi l'idée de m'entourer d'un préparateur mental. Alors c'est vraiment une démarche dont j'avais envie depuis un petit moment, à la fois pour des raisons de curiosité intellectuelle, pour pouvoir aussi l'intégrer à ma réflexion et à mes connaissances quand j'échange avec des athlètes dans le podcast. Donc il y avait vraiment cette idée au global de mieux comprendre comment ça fonctionne et ensuite plus concrètement de pouvoir m'aider à
évacuer ou à mieux comprendre une partie des doutes qui sont les miens à l'approche de la course. Donc, c'est un cycle qui est très court, qui est plutôt exploratoire à ce stade. Mais j'ai sollicité Eric Lacroix, qui m'a accordé de son temps avec plaisir. Donc, on a déjà eu un premier échange. Et il y a 2 séances qui sont prévues jusqu'au Marathon des Sables. Donc voilà, c'est assez peu, mais je suis sûr que ça va me donner pas mal de clés pour déjà comprendre les choses et aborder un peu différemment cette épreuve qui, quand même, globalement, m'impressionne. Donc je suis très content de pouvoir compter sur lui. On aura sûrement un échange dans le podcast. Il y a plein d'enseignements, je pense qu'il aura à partager avec vous tous. En termes de programme, il y a aussi des belles réjouissances puisque à partir de lundi, on part sur vraiment les premières images du tournage, puisque vous l'avez entendu dans l'introduction de cet épisode, il y a un projet de documentaire qui va être mis en œuvre autour de cette aventure dans le désert. Donc c'est un projet vidéo qui sera réalisé par Valentin Orange, qui est un réalisateur, un photographe extrêmement talentueux, un très bon coureur par ailleurs et qui est une très belle personne. Donc je suis très content de pouvoir bosser avec lui sur ce projet. Je suis vraiment en confiance. Donc on va partir entre lundi et mercredi pour le début de ce tournage. Je ne vous en dis pas plus à ce stade, mais ça devient très concret aussi sur cet aspect-là. Donc je suis très content et très impatient de vivre ces moments-là pour narrer cette expérience d'une façon aussi différente et complémentaire de ce que je peux faire en podcast. Donc vous l'avez compris, ma vie elle tourne quand même beaucoup autour de ce Marathon des Sables depuis quelques semaines et ça va faire que s'intensifier dans les prochaines semaines évidemment, mais c'est assez grisant de pouvoir se concentrer là-dessus et avec cette période de l'année où les choses vont petit à petit se calmer avec l'approche des fêtes et des vacances de Noël pour certains. Donc je suis content aussi de pouvoir avoir ce contexte général qui me permet de bien me concentrer sur la course et essayer d'être à la hauteur de cette aventure qui m'attend. Je ne vous l'ai pas proposé jusqu'à maintenant, mais évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer ça sur Instagram. Je prendrai le temps de vous y répondre, soit directement sur Instagram, soit dans le podcast. Mais si vous avez des interrogations, n'hésitez pas. J'ai reçu aussi des messages de personnes qui participent également à la course. Donc, c'est très sympa de savoir qu'on n'est pas tout seul et j'imagine que le podcast doit être utile tout particulièrement pour eux. Donc, voilà, j'espère qu'ils ont encore appris des choses aujourd'hui. N'hésitez pas à me faire des retours sur le podcast et puis je vous donne rendez-vous dès vendredi prochain pour le 4e épisode de ce format hors série, Mon Ultra au Sahara. Merci pour votre écoute et à très vite. Ciao. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Mon Ultra au Sahara et j'espère qu'il vous a plu. Merci aussi à notre partenaire principal, Kelas Fouga, ainsi qu'à Oversteams, partenaire de ce projet. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. À très vite.